Luc Lépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien militaire et conférencier. Vous avez étudié au Collège royal de Kingston et avez enseigné aux officiers des Forces armées canadiennes. Vous êtes spécialiste de la guerre de conquête, de la guerre de 1812. Mais si vous êtes ici aujourd'hui avec nous à Longueuil, c'est pour nous parler de Léo Major, le héros résilient. C'est le titre de votre livre, sorti il y a bientôt 1 an. Et c'est un héros qui vous intéresse depuis plusieurs années maintenant. Mais comment en êtes-vous venu à étudier ce personnage? Vous savez, comme historien militaire, j'ai donné plusieurs conférences sur la guerre de conquête et la guerre de 1812. Mais après avoir donné une conférence, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui avait assisté. Il m'a dit « Monsieur Lépine, connaissez-vous Léo Major, un héros méconnu? » Et à mon étonnement, je ne connaissais pas Léo Major. Je vais en ligne, je trouve quelques commentaires, une page Wikipédia, un article écrit par Jocelyn Major, le fils. Et là, je me suis dit, personnage intéressant, mais il faut déterminer ce qui est vrai et ce qui est fiction, parce que certains héros en rajoutaient un petit peu. Et c'est ce qui a piqué ma curiosité. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à fouiller Léo Major. Donc un heureux hasard, finalement, qui vous a permis d'étudier ce personnage. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler d'un aspect prégnant de sa biographie, son courage et sa détermination, envers et malgré tout. Oui, parce que Léo Major, c'est un héros qui n'était pas parfait, mais c'est un héros qui, malgré tous les obstacles, a poussé. Imaginez, c'est quelqu'un qui a grandi dans Montréal dans les années 30, en pleine crise économique. C'est quelqu'un qui avait des problèmes, un peu de discipline, surtout discipline envers son père. C'est quelqu'un qui pouvait, à la limite, prendre un verre. Et, une autre occasion, il faisait de la boxe. Donc, imaginez, toutes les tavernes à l'est de Saint-Laurent lui étaient fermées. C'était quelqu'un qui avait un certain courage. Dans les années 30, il y avait une crise économique. C'était difficile. Donc, en 1939, pas d'emploi. Vous avez 18 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, l'armée, c'est peut-être un endroit où aller. Donc, Léo Major s'engage comme volontaire dans l'armée canadienne. Son but, c'est un peu de partir à l'aventure. Il va être payé 1,75 $ par jour au lieu d'être payé 8 sous de l'heure. Imaginez, là, c'est 5 fois le salaire. Il s'est dit, je suis en forme, je suis boxeur, je suis capable d'y aller. Tout ce qu'on sait, c'est que le paternel, notre grand-père, était souvent absent. Particulièrement, il travaillait aux États-Unis. D'ailleurs, mon père est né aux États-Unis, à New Bedford, au Massachusetts. Il n'en parlait pas beaucoup. On sait cependant, à travers les oncles, les tantes, que notre père avait un conflit avec notre grand-père, avec son paternel. Probablement parce que c'était le fils aîné, puis qu'on lui incombait des responsabilités. Mais vous savez que mon père avait toujours, même pendant la guerre, avait un caractère un peu rebelle, un peu contre l'autorité. Donc, il s'enrôle, il va à Westmount s'enrôler, et premièrement, il veut s'enrôler dans le Royal 22e régiment. Mais 2 jours après, il apprend que le régiment de la Chaudière va être le premier régiment qui va aller en Europe. Donc, il s'enrôle dans le régiment de la Chaudière. Il a toujours été un homme assez anti-convention, anti-drapeau, toutes ces histoires-là, c'est pas quelque chose qui l'impressionnait. Les grades militaires, l'hymne national, le drapeau, c'est pas... Malgré que il a toujours dit qu'il participait à une guerre juste parce que c'était contre le fascisme et le nazisme. Et il va s'entraîner au camp Sussex, au Nouveau-Brunswick. Le camp va bien, Léo apprend la discipline, apprend à tirer la carabine, mais une journée, après avoir fait un 25 000 de marche, il a de la fièvre, il perd connaissance. Et là, il passe 60 jours à l'hôpital avec une pneumonie majeure. Il voit des rêves. Puis il faut le voir, à l'hôpital, là, probablement qu'il regardait les jupes des jolies infirmières, là, en 2 nuages un peu brumeux. Après 60 jours, il est reconnu bon pour le service. Mais là, Léo en a un peu trop, donc il se sauve. Pendant 7 jours, ce qu'on appelle dans l'armée, partir AWOL, absent sans permission, probablement prendre une bière à gauche, à droite. On le rattrape, et là, il y a son dossier militaire, on efface cette petite erreur-là.
Il va pas bien, il retourne une semaine à l'hôpital, et encore une fois, il part, il disparaît pendant 3 jours. Léo, c'est un bon militaire, mais il obéit pas toujours. On l'envoie en Angleterre. Comme c'est déjà un boxeur, on lui fait subir, on lui envoie comme un camp d'entraînement pour être instructeur de boxe. Il fait ses 60 jours d'entraînement, mais jamais il ne devient instructeur de boxe. On peut imaginer peut-être là, qu'il y avait des problèmes de discipline avec ses officiers. Léo fait tout son entraînement militaire et c'est quelqu'un qui va participer à la plus grande invasion jamais établie. Il va être là au jour J, le 6 juin 1944. Léo Major dans une péniche de débarquement. Imaginez des Québécois qui s'en vont vraiment à la guerre. La mer est houleuse. Ça monte, ça descend. Le fond des péniches est vert tellement les gens sont malades, ça vomit. Le collègue de Léo, Larry Casey, lui dit « Léo, on va mourir. Ils vont nous tirer dessus, on peut rien faire. Qu'est-ce que... » Léo lui dit « Écoute, Larry, il n'y a pas de danger. Les autres, ils ont peut-être des chars d'assaut, mais nous autres, là, on a un gros tracteur. On va se cacher derrière le tracteur, puis on va être capable de descendre et de repousser les Allemands. » Mais moi, je me souviens que dans une journée, je faisais jouer de la musique de Billie Holiday et les larmes coulaient. Et je lui demande pourquoi. Et là, il commence à me raconter que, cette chanson-là, j'ai joué avec 3 amis. Le soir, il était décédé. Léo et Larry sont capables de descendre sur la plage. Et sur la plage, il s'aperçoit que son peloton est cloué au sol parce qu'il y a un pillbox, c'est-à-dire une grosse caserne militaire avec un canon qui tire sur les Canadiens. Léo s'approche du canon et est capable de glisser une bombe Bangalore, c'est-à-dire c'est comme un grand tube, peut-être 3 mètres de long, avec une grenade. Il y a une petite fenêtre. Léo est capable d'insérer la bombe dans la caserne et de la faire exploser. Aussitôt, il défonce la porte et va capturer les soldats qui sont là. Et là, Léo a 5 soldats qui sont sous 5 soldats allemands, qui sont ses prisonniers. Léo les observe. Arrive un sergent canadien-anglais qui veut tirer un des soldats allemands. Léo lui dit, si tu veux tuer les Allemands, va les capturer toi-même. Ceux-là, ils sont sous ma garde. Maintenant, ce sont des prisonniers de guerre, ce ne sont plus des ennemis. Donc, Léo, déjà, commence à installer un style. 14 jours après être débarqué en Normandie, Léo fait la patrouille dans la région de Carpiquet. C'est un aéroport. Léo surveille à gauche et à droite. Et tout à coup, il rencontre 5 soldats allemands, une petite patrouille allemande. Les soldats allemands ouvrent le feu sur Léo. Léo est capable de tirer et tue 4 des Allemands. Le 5e est capable de prendre une grenade incendiaire et la lance auprès de Léo. Et ça tombe à côté de Léo et Léo est brûlé, la moitié du visage est brûlé. Et là, il devient aveugle complètement. Pendant 24 heures, Léo perd la vue. L'infirmier qui le voit, il dit « Jeune homme, on vous retourne en Angleterre, puis on vous retourne au Canada, la guerre est finie pour vous. » Mais Léo dit « Non, j'ai besoin de revenir. » Donc, après avoir été à l'hôpital pendant 1 mois en Angleterre, Léo revient et a perdu la vision de l'œil gauche. Il n'a que l'œil droit qui est bon. Il dit « Je retourne au front parce que là, j'ai besoin, moi je suis un tireur d'élite, on a besoin de moi. » Et il y a simplement, juste avec un œil, je suis capable de tirer. Léo revient tireur d'élite. Et Léo, quand il voit un soldat, à chaque fois qu'il tire, il est capable de l'exécuter. Mais là, à un moment donné, il s'aperçoit que son capitaine a un petit calepin. Et dans le calepin, il prend note chaque fois que Léo Major tue un soldat allemand. Et Léo réalise que, malheureusement, peut-être ces gens-là ne sont pas des volontaires. Peut-être que c'est des gens comme lui qui sont obligés d'aller à la guerre. Donc, il décide de ne tirer que sur des officiers ou des SS. Parce que pour lui, une vie humaine, c'est important. Et Léo va essayer, tout le long de la guerre, de ne tuer des Allemands que quand c'est obligatoire pour lui. À un moment donné, son capitaine lui dit « Léo, il y a 2 soldats là-bas qui tirent sur nos hommes. Il faut que tu les que tu les neutralises. » Léo
s'aperçoit à 200 mètres qu'il est capable d'abattre les 2 soldats allemands. Mais quand il s'approche des 2 soldats allemands, il s'aperçoit que ce sont des garçons de 13-14 ans. Et là, Léo est vraiment touché profondément. Pourquoi des jeunes hommes qui avaient un potentiel tout au long de leur vie sont malheureusement décédés? Donc là, Léo pense comment on va être capable de continuer à faire la guerre tout en sauvant des vies. Léo continue la campagne en France. À chaque fois, il est un éclaireur. Son but, lui, c'est d'être éclaireur à l'avant. Il va avec un équipement radio. Il est capable d'être 500, 600, des fois 500 mètres, 1 kilomètre devant les troupes. Il observe ce qui se passe autour de lui et il est capable, à ce moment-là, de relier à son commandant qu'est-ce qui se passe vraiment dans la région. Et c'est pour ça que Léo a la chance de développer un talent de camouflage et ainsi de suite. Léo continue à faire la guerre et il continue jusque dans la région en Allemagne et près de la forêt de Hochwald. En Allemagne, il y a une guerre terrible entre des régiments blindés canadiens et des régiments blindés allemands. Après cette bataille-là, le padre Léo était vraiment ami avec le padre du régiment. Donc, Léo et le padre se promènent et ramassent des corps de militaires canadiens qui sont dans les chars d'assaut. Et là, on est en février 1945. Léo se promène avec le padre. Ils sont dans un Jeep. Ils ont récupéré 2 cadavres qui sont dans le Jeep. Léo est assis à côté du padre sur le devant du Jeep. Et à un moment donné, il circule dans un champ de mines et là, il y a une explosion. Le Jeep explose. Léo est projeté 15 pieds dans les airs. Il tombe sur le sol gelé. Imaginez, il y a les 2 chevilles cassées, il y a le poignet cassé et il y a 3 vertèbres cassées. On l'amène dans un camp militaire, à l'hôpital militaire, et à toutes les 15 minutes, il faut arrêter pour donner de la morphine tellement c'est douloureux. Encore une fois, l'infirmier va dire à Léo, « Léo, la guerre est finie pour toi, tu retournes au Canada. » Léo dit « Non, moi, j'ai pas fini. Les Allemands ont pas quitté l'Europe. Je veux continuer. » Donc, on envoie Léo à l'hôpital pendant 3 semaines. Et là, Léo est plâtré des pieds à la tête. Mais Léo, ça ne l'empêche pas de décider de faire des choses. Léo, finalement, décide de se sauver de l'hôpital. Encore une fois, il décide de s'absenter sans autorisation. Il quitte le camp militaire, vole un capot militaire, fait du pouce avec un Jeep pour se rendre jusque chez sa petite amie, parce que Léo, guerre ou pas guerre, l'amour fonctionnait. Donc, il s'était trouvé une jolie copine qui s'appelait Antoinette Schlippenbeck, qui était d'origine hollandaise. Il arrive chez elle en plein soir, frappe à la porte, la mère est toute effrayée. Qui est-ce? Un bandit qui se promène, qui a une patch sur l'œil gauche. Qui ça peut être? Et là, Antoinette reconnaît notre Léo national qui s'en vient, qui va passer 2 semaines de repos dans la famille de Schlippenbeck. Et au bout de 2 jours, il va voir le père de famille. Il lui dit, « Est-ce que vous avez un ciseau à froid ou des bons ciseaux? » Et là, Léo, graduellement, enlève le plâtre qu'il a. Il se met à boiter. Entre-temps, il envoie un message à son commandant lui disant « J'ai pas vraiment déserté, je me suis juste absenté, j'ai besoin de me promener pendant quelques jours pour retourner à la guerre. » Donc, à la fin mars 1945, Léo est de retour avec son commandant. On est en Hollande et on approche de la ville de Zwolle au mois d'avril 1945. Imaginez 1945, au mois d'avril, les troupes allemandes reculent graduellement. Donc,
les troupes canadiennes, avec le régiment de la Chaudière, vont attaquer la ville de Zwolle. Zwolle, c'est une ville d'à peu près 50 000 habitants, qui est un peu comme la ville de Québec, une ville forteresse, une ville avec des murailles. On sait qu'il y a 2000 Allemands qui sont dans la ville. Mais là, Léo doit se rendre dans la ville, prendre contact avec la résistance et s'assurer que la ville est libérée des Allemands. Parce que si la ville, dans 24 heures, si la ville n'est pas libérée, les troupes allemandes vont bombarder la ville, qui va détruire les soldats allemands, mais qui va détruire également de nombreuses vies humaines. Et Léo essaye, durant toute la guerre, de sauver des vies. Donc Léo et Willie Arsenault partent le soir à 9 heures, se rendent près de la ville. Ils entrent dans une ferme et ils demandent des renseignements. Et graduellement, leur but est de prendre contact avec la résistance, mais en même temps de ramasser des renseignements. Les deux approchent tranquillement. Tout près de la ville, Willie Arsenault échappe un magazine de munitions. Ça fait un bruit. À ce moment-là, les Allemands tuent Willie Arsenault. Léo va tuer les trois Allemands qui avaient tué son copain. Et là, Léo décide de se venger et de venger la mort de Willie Arsenault. Léo décide par lui-même qu'il va libérer la ville de Zwolle. On est en plein milieu de la nuit. Léo rentre dans la ville et commence à inspecter. Il trouve où se trouve le bureau de la Gestapo. Il envoie 2 bombes, 2 grenades et il fait sauter le bureau de la Gestapo. Léo avait récupéré les mitraillettes de son ami Willie. Vous imaginez Léo, le soldat borgne, une patch sur un œil, 2 mitraillettes, 25 grenades qui décident d'attaquer la ville. Léo se promène dans la ville, fait sauter des grenades, comme si les Canadiens étaient là pour libérer la ville. Léo, quand il est trop fatigué, il frappe à une porte et défonce une porte. Il montre qu'il est un badge canadien et là, les habitants ont peur un peu, mais graduellement, il lui donne un repos de 10-15 minutes. Léo rentre près du centre-ville et là, il s'aperçoit que le commandant du camp de la ville, c'est un major allemand. Léo s'empare du major allemand et lui met le fusil sur la tempe. Et là, il lui demande en hollandais, est-ce que vous parlez hollandais? L'homme dit non. Est-ce que vous parlez anglais? L'homme dit non. Est-ce que vous parlez français? Et là, le major allemand lui dit, bien sûr, je parle français. Je suis un Alsacien. Donc, Léo s'aperçoit que le commandant allemand de la ville était un Français d'origine. Léo lui dit, imaginez, si les soldats allemands ne quittent pas la ville prochainement, la ville va être bombardée et vous allez être tous tués. Donc, le major allemand et Léo montent sur une Jeep, se promènent en ville, lancent des grenades à gauche, à droite, et Léo ordonne au commandant de dire à ses hommes de quitter la ville. Donc, Léo est arrivé par une porte. La ville, qui avait 5 portes importantes, les soldats allemands quittent la ville au milieu de la nuit. Et imaginez, Léo est seul pour attaquer les Allemands. Léo avait convaincu le major que les troupes canadiennes étaient tout près. Donc, toute la nuit, Léo fait sauter des grenades à gauche et à droite. À 7 heures du matin, Léo prend contact avec la résistance de la ville de Zwolle. Et avec la résistance, il est capable de leur dire que la ville est libérée des Allemands. On envoie un message radio au commandant des troupes du régiment de la Chaudière et à 7h30, le matin, les troupes canadiennes entrent dans la ville de Zwolle. Pour son honneur, Léo Major a libéré à lui seul une ville de 50 000 habitants.
Il était reconnu là-bas, il l'est toujours d'ailleurs. Ça fait partie des cours d'histoire aux Pays-Bas. Notre père, Léo, c'était pas quelqu'un qui se vantait de ses exploits. Il était plutôt discret. Et je vous dirais que les nombreux voyages qu'il a effectués à la ville de Zwolle, ça a été comme un apprentissage de l'accomplissement qu'il a réalisé pour lui-même. Et plus il vieillissait, plus il prenait plaisir. Plus il prenait plaisir et de cette gratitude. Et là, Léo devient le héros national de Zwolle, parce que ce n'est pas les Canadiens qui ont libéré Zwolle, c'est Léo Major qui a libéré Zwolle. Vous allez là-bas, Léo Major est un héros. Jusqu'à il y a 2 ans, Léo Major était quelqu'un de peu connu ici. Et que finalement, il a osé parler de ce qu'il avait fait. Et même, je me souviens que ma mère qui disait « Mais pourquoi t'en as pas parlé avant? » Et elle disait toujours « Qui m'aurait cru? » Donc, malgré les douleurs, malgré la perte d'un œil, malgré tous les sacrifices, Léo Major est vraiment un héros résilient qui a tout fait pour aider les Hollandais et libérer l'Europe. En fait, personnellement, je crois que mon père, Léo, pourrait être un peu c'est peut-être pas le bon terme, mais quasiment un porte-parole, quelqu'un qui commence les choses pour tous les autres héros qui mériteraient d'être reconnus au Québec. Peut-être que ça va être la bougie d'allumage qui va amener la reconnaissance des autres. Eh bien, Monsieur Lépine, la Ville de Longueuil vous remercie chaleureusement de vous être prêté à l'exercice, d'avoir accepté de venir ici pour nous offrir ce témoignage. Merci beaucoup.